Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue dans ce 9e épisode dédié à la série Donjons et Dragons et plus particulièrement le kit essentiel et la campagne Le Dragon de la Flèche de Givre. Alors je sais, il a mis un petit peu de temps à sortir, je crois que ça fait plus de 2 mois que j'ai pas sorti d'épisode, je vous avoue que j'étais pas mal occupé et que ça m'est un petit peu sorti de la tête aussi. Voilà, quand vous avez plusieurs projets à gérer, forcément il y a des choses qu'on oublie. Donc désolé pour le retard, mais ça y est, nous y sommes enfin cet épisode 9 et nous allons nous concentrer donc sur les 2 dernières cartes qui nous intéressent, le Tumulus du Dragon et la forteresse du Dragon de la Flèche de Givre. Et donc, histoire de se remettre un petit peu dans le bain, un petit résumé donc, des derniers épisodes. Donc après que les joueurs aient visité les différents lieux dans cette région qui est la Côte des Épées, les joueurs devaient affronter plusieurs menaces, et notamment, lors de l'épisode précédent, les aventuriers, composés des hommes de Pas d'Hiver ainsi que de Fandaline, étaient partis affronter l'armée des orques qui était en train de se constituer au sanctuaire de Savras, et donc c'est là que j'avais abordé notamment les batailles avec des dizaines et des dizaines d'unités, et donc les joueurs, si ils n'ont pas eu trop de difficultés, ils n'ont pas rencontré trop de problèmes, ont annihilé cette armée. Malheureusement, une autre armée en a profité pour attaquer directement Fandaline, et donc les joueurs étaient de retour au village et constater donc les dégâts causés par cette bataille, et donc devait prendre des décisions pour éliminer donc l'une des autres menaces, puisque temporairement cette menace des orques a plutôt été neutralisée. La région est en alerte, d'autres renforts sont potentiellement prévus, et donc une autre problématique évidemment, c'était le dragon. Et pour cela, il y a 2 cartes qu'on va aborder, notamment le Tumulus du Dragon et la forteresse du Dragon de la Flèche de Givre, bien entendu, puisque c'est là globalement que va se terminer la campagne. Donc, le Tumulus du Dragon est une carte qui est facilement accessible. Alors, si on se réfère au lieu initial de la campagne, le Tumulus du Dragon en fait est un sanctuaire un tombeau, un sanctuaire, appelez ça comme vous voulez, où a été enterrée une épée capable d'affronter les dragons, donc une épée tueuse de dragons, une épée qui a appartenu à une guerrière qui faisait partie du village de Fandaline, il me semble, qui a affronté avec un groupe d'aventuriers un dragon il y a de cela plus d'1 siècle. Et donc ces aventuriers ont réussi à vaincre le dragon et ont été enterrés sous ce dragon-là. Donc normalement vous aurez la carte qui apparaît en même temps. Et donc initialement cet endroit est situé aux environs du chemin qui mène vers Pas d'Hiver, donc à environ 60 km au nord-ouest de Fandaline. Pour ma part, je me suis permis de changer le lieu, je trouvais plus intéressant de le mettre à un endroit un peu plus difficile d'accès, et donc pour ma part, je le mettais généralement au nord-est de la forêt de Fandaline. Comme ça, si jamais les joueurs partaient justement au-delà du manoir et dans l'idée de découvrir aussi le lieu de culte des adorateurs de Talos, ils pouvaient justement être amenés à pousser plus loin et donc pousser jusqu'au Tumulus du Dragon. Le Tumulus du Dragon en soi n'est pas une c'est pas une grosse quête, j'estime ça comme ça. Je pense même qu'on peut totalement s'en passer. Ça m'est arrivé que parfois je saute cette quête par souci de simplicité, et puis que c'est vrai qu'à déjà à ce moment-là de la campagne, on a déjà quelques sessions. Soit vous choisissez l'option simple qui est en fait pendant qu'Arbin Wester était parti à Fandaline, il a demandé à des gens aussi, donc il s'est renseigné effectivement sur une façon de régler ce problème, et il a rencontré des gens qui étaient plus compétents entre guillemets pour aller récupérer cette épée. Option numéro 2, celle que le livre vous donne, c'est bien sûr de vous rendre au Tumulus du Dragon et de trouver cette fameuse épée. Donc pas une grosse quête en soi, c'est pas une grande map, ça reste juste un simple tombeau.
Tout ce qu'on sait, c'est que globalement, ce truc-là se trouve dans une plaine, et quand vous arrivez, donc là, vous pouvez demander à vos joueurs de passer un petit peu de temps à examiner les lieux, et donc très rapidement, vous vous rendez compte que la colline a une forme particulière, puisqu'en fait, elle représente un petit peu la forme d'un dragon. Malheureusement, il n'y a pas d'entrée, et pour ça, donc, pour avoir un indice sur comment rentrer dans ce tombeau, les joueurs vont rencontrer un centaure, donc qui est non agressif, à moins que les joueurs décident de l'attaquer. Et il va vous donner l'information que le soir, il y a des créatures lumineuses qui sortent de ce tombeau et font des rondes en fait sur la plaine. Donc c'est un moyen aussi d'éventuellement passer un petit peu le temps et faire en sorte que les joueurs y aillent de nuit. Et donc en fait ces créatures scintillantes sont en fait des petits élémentaires de feu qui veillent en fait sur le tombeau. Donc les joueurs en soi peuvent attendre au moins cette nuit-là et découvrir que effectivement il y a bien 3-4 monstres lumineux qui veillent sur le tombeau, et en fait au moment où ils vont essayer d'approcher du tombeau, les créatures vont retourner dedans, et c'est là en fait qu'ils vont découvrir que à tel endroit l'entrée s'y trouve. En fait l'entrée est une entrée secrète qui se situe sur une des pics du dos du dragon. Et donc là après, libre à vous, il y a plusieurs façons de l'ouvrir. C'est soit ils ont oublié, soit ils n'ont pas fermé l'entrée quand ils sont retournés dans le tombeau, soit quand les monstres sont retournés dedans, l'entrée s'est refermée, mais du coup vous savez que c'est cette entrée-là, et donc plusieurs possibilités, soit avec un ensemble de forts, soit peut-être quelqu'un qui a un sort pour ouvrir les portes ou les passages secrets facilement, ou alors potentiellement des objets que vous avez récupérés au cours de l'aventure qui peuvent vous aider aussi à forcer le passage, ou alors vous pouvez imaginer tout un mécanisme secret ou autre. Là c'est un peu libre à vous, puisque une fois que vous allez réussir, donc les joueurs vont finir par réussir à entrer dans ce tombeau, ça va être assez couloir. Globalement, il y aura 3 directions différentes, 2 qui mènent vers les tombeaux des guerriers qui accompagnaient donc cette guerrière qui s'appelait Alongar, je crois, et le chemin vers le haut qui mène donc vers sa tombe en fait, et donc effectivement où se situe l'épée. Petite carte, couloir, avec éventuellement des élémentaires des petits élémentaires à neutraliser. Jouez plutôt sur le côté où donc c'est assez étroit, les joueurs ne pourront pas forcément tous être sur la même ligne, et jouez aussi sur le côté piège. Là c'est clairement l'environnement dans lequel ils vont évoluer qui va plus être ennemi que les ennemis qui sont dedans. Essayez de jouer là-dessus. Donc il y a déjà des pièges à disposition dans le donjon, dans ce petit donjon, mais vous pouvez tout à fait rajouter des conditions et créer vos propres pièges, bien entendu. Donc rien de compliqué, même les élémentaires, bon ils font quelques sorts de feu bien sûr, mais ils ne sont pas insurmontables, ils peuvent vite être neutralisés. Ces créatures ont juste un rôle de gardien. Donc rien de compliqué, il y a quelques objets intéressants à récupérer, notamment la possibilité de récupérer une monture squelettique qui a l'avantage de pouvoir être invoquée où vous voulez, et qui, contrairement à un vrai cheval, ne sera jamais fatigué. Bien sûr, bien entendu, évitez d'utiliser ça en ville parce que vous serez très mal vu. Mais ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est cette fameuse épée, donc qui va être disposée au niveau de la tombe de cette guerrière. Et en fait, à partir du moment où l'un des joueurs tente de récupérer cette épée, à partir du moment où il l'a entre les mains, une créature invisible va les attaquer jusqu'à ce qu'ils soient neutralisés ou jusqu'à ce qu'ils arrivent à fuir suffisamment loin du tombeau. Mais l'idée, c'est que la créature va s'attaquer forcément au joueur qui tient l'épée. C'est une créature invisible, donc les joueurs au début vont pas comprendre ce qui va se passer, donc généralement, moi je donne toujours une attaque gratuite au monstre. Donc généralement il touche puisque lui il est avantagé, il profite de cet effet de surprise. Mais après, à partir de là, les joueurs vont être informés qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui leur tape dessus. Donc la particularité, c'est que le monstre n'attaque que le joueur qui détient l'épée. Donc vous pouvez tout à fait être amené à avoir une partie un peu rigolote où les joueurs se lancent l'épée
pour pouvoir éviter les coups et justement essayer de fuir plus rapidement, puisque le monstre n'attaquera que celui-là. Vous pouvez, donc évidemment, ennemi invisible, là c'est libre à vous, soit c'est un ennemi aussi qui est tangible, enfin je veux dire que vous pouvez taper parce qu'il y a quand même un aspect physique, soit c'est un monstre complètement spirituel, de type fantôme. Dans ce cas-là, évidemment, faudra ajuster en fonction des joueurs que vous avez, des niveaux qu'ils ont. Moi généralement ce que je fais, histoire que les joueurs aussi peuvent s'en sortir avec l'environnement et potentiellement avec des objets aussi qu'ils ont récupérés, je dis quand même que cet ennemi peut, même s'il est invisible, si vous lui jetez de la peinture dessus ou que vous voulez le faire marcher dans quelque chose, il y aura cet indice-là. Donc là, justement, ça peut donner aussi pas mal de liberté aux joueurs pour essayer de se défendre face à cette créature. L'idée, c'est que s'il n'arrive pas ou que vous choisissez l'option du spectre, il faut réussir à sortir tout simplement du tombeau avec l'épée. Normalement, l'esprit ne poursuivra plus les joueurs une fois qu'ils auront réussi à quitter la plaine où se trouve le tombeau. Donc ça peut donner lieu à des situations un peu drôles. Alors l'ennemi peut être vaincu également, sauf qu'évidemment sur des créatures qui sont invisibles, tant qu'ils n'auront pas fait quelque chose pour mieux le repérer, ils auront un désavantage pour toucher. Et potentiellement aussi, vous pouvez accentuer ce côté-là, où les joueurs, quand ils n'ont pas du tout l'information, puisque ça va être une créature qui va taper et qui va se déplacer, vous pouvez demander aux joueurs de choisir une direction, si jamais ils ne savent pas où taper. Ils choisissent une direction et ils ont une chance sur 2 ou une chance sur 3 de taper dans la bonne direction. Même s'ils ont réussi leur lancer, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à toucher, puisque ils ne savent pas où est la créature. Donc là encore une fois, c'est à vous de trouver le juste équilibre en fonction des niveaux, du nombre de joueurs, et de combien de temps vous voulez passer aussi dans ce donjon. Mais donc, si tout se passe bien, les joueurs récupèrent l'épée tueuse de dragon. Alors, personnellement, je trouve que cette épée tueuse de dragon n'est pas si ouf que ça, puisqu'il faut quand même réussir à toucher derrière. Alors, elle donne quand même des bonus assez sympas, surtout pour une campagne d'initiation. Mais, personnellement, je m'autorise généralement à la booster un petit peu, notamment quand elle touche un dragon, puisque, effectivement, elle fait déjà des dégâts bonus quand elle va toucher des dragons, mais je trouve que ça reste assez minime, surtout quand on sait qu'un dragon ça peut être assez imposant, assez dur à toucher, puisque c'est assez résistant, et que c'est parfois des sacs à PV. Donc voilà, pour le Tumulus Dragon, en vrai j'ai pas grand chose à dire. Une carte qui peut totalement être optionnelle, donc comme je vous l'ai dit, la première option c'est Arbin Wester par exemple est parti chercher d'autres personnes plus compétentes pour aller récupérer cette épée sans grabuge. Et en fait, au moment où vous revenez à Phandalin, donc constatez les dégâts suite à la bataille avec les orques, et bien en fait il y a quelqu'un, donc moi généralement j'introduis un personnage, encore une fois, qui a été créé par un de mes anciens joueurs, qui en fait allait récupérer l'épée et qui, sur les ordres d'Armin Wester, donne l'épée aux aventuriers. Donc le Tumulus du Dragon, petite carte, mais possibilité de varier les plaisirs. Je crois que j'ai toujours joué différemment entre chaque groupe, et j'ai toujours eu des bonnes surprises dessus aussi, mais bon là, la dernière fois justement, on a un petit peu traîné sur les dernières sessions, je me suis permis de choisir l'option numéro 1. Donc, épée en main, il nous reste la forteresse, il y a l'autre forteresse bien sûr, mais ça éventuellement ce sera pour un épisode bonus. Vous me direz en commentaire si on fait ce 10e épisode du coup en mode bonus. Mais du coup, nous avons les joueurs ont l'épée, donc nous avons les joueurs, j'inclus le groupe en fait, nous avons récupéré l'épée pour aller affronter le dragon, et nous savons potentiellement où le dragon se situe. Donc pour rappel, si les joueurs ont réussi à gagner la bataille au sanctuaire de Savras et qu'ils ont pris le temps d'explorer, une des solutions pour connaître l'emplacement du dragon, c'est le premier joueur qui va toucher le sanctuaire de Savras va avoir une vision, donc à travers le temps. Libre à vous de décrire ça comme vous voulez. Moi généralement je le vois plus sous forme de flash, et justement ça lui donne aussi des indications sur le tumulus du dragon potentiellement. Mais du coup, à la fin de la vision, le joueur sait exactement où se situe le fameux dragon, et donc est capable de déterminer sa position exacte sur la carte. Donc normalement ça apparaîtra au montage, vous aurez l'emplacement de la forteresse.
Mais il existe d'autres solutions pour, évidemment, si jamais vous n'avez pas récupéré cette épée ou que les joueurs n'ont pas eu cette vision, il existe, en tout cas c'est évoqué dans le livre, 2 autres solutions possibles. Première solution, pendant la bataille des orques, tous les orques n'ont pas été tués, n'ont pas été repoussés, certains ont été capturés, donc potentiellement 1 ou 2 ont été capturés. Et vous pouvez tout à fait l'interroger, et sur un interrogatoire réussi, quitte à faire un compromis avec lui en mode tu nous montres où c'est et on te laisse la vie sauve, il peut tout à fait vous conduire, parce que lui en fait vient de la troupe d'orques qui a été chassée en fait de la forteresse suite à l'arrivée du dragon. Petite subtilité que j'aime bien rajouter, c'est que on se rend compte que au sein des orques il y a de la discorde, puisque quand vous interrogez cet orque là, lui n'est pas tout à fait d'accord avec les fameux orques adorateurs de Talos. Il les voit plutôt d'un mauvais œil. Malheureusement, il a dû suivre les ordres, mais vous pouvez comprendre que du coup, au niveau des orques, il n'y a pas forcément, ils sont pas tous forcément d'accord, et que lui, justement, aimerait ne pas devoir fricoter avec ce genre d'orques. Donc, en faisant une négociation plus ou moins musclée, à vous de décider, bien sûr, vous récoltez les informations et il accepte de vous guider, donc ce sera votre prisonnier jusqu'à ce qu'il vous guide à l'entrée du chemin permettant d'accéder à la forteresse. Donc ça, c'est une autre option. D'ailleurs, qui a amené, petite chose que vous pouvez utiliser, à un moment de discorde dans mon groupe, puisque certains voyaient très mal. Alors évidemment, j'ai joué un petit peu là-dessus en mode, la plupart des humains, notamment hommes et nains, souhaitaient la mort de l'orque. Dans le groupe, certains étaient plutôt pacifistes, en mode peu importe quelle espèce, ils ont le droit de vie, il accepte de nous aider, donc il n'y a pas de raison qu'on lui fasse un sale coup. Mais du coup, il y avait 2 joueurs qui étaient plus pour l'exécuter une fois qu'il avait montré le chemin, et on avait d'autres joueurs qui étaient plus en mode on va tenir notre promesse et on va le libérer. Donc ça a donné lieu à un petit moment de discorde, et un joueur s'est permis, pendant son tour de garde, alors que les autres dormaient, de libérer l'orque, en échange de lui montrer exactement sur la carte où se situait la forteresse. Du coup, au réveil, forcément, ça s'engueule, il y en a un qui a sorti son arbalète, il y a un petit carreau qui est parti, etc., etc. Bon, après ça s'est un petit peu calmé, mais ça peut être sujet aussi de discorde selon les croyances des personnages que les joueurs auront créés. Donc ça, c'était l'option numéro 2, pour savoir où se situe la forteresse. Et l'option numéro 3, alors très rapidement dans le jeu, on vous parle de ce sanctuaire, le fameux sanctuaire de la chance, donc le petit hôtel qui est représenté sur la place de Phandalin. Essayez d'amener au cours de l'aventure, bien sûr, un joueur, si possible, qui n'a pas forcément de divinité, puisque certains qui ont déjà une divinité, qui croient déjà en une divinité, auront parfois du mal à aller prier une autre divinité, mais au moins qu'il y ait un joueur qui, même s'il n'y croit pas forcément, tente une petite prière devant cet hôtel, et en fait la répercussion de cette prière-là, peut-être au début de l'aventure, va être de rencontrer quelqu'un qui au premier regard semble pas forcément inquiétant ou quoi que ce soit, mais qui lui connaît en fait, qui connaît le chemin. Alors évidemment, il va pas vous le dire comme ça. Moi, c'est quelque chose que généralement j'introduis. Donc c'est un personnage qui s'appelle Dobin Noret, je crois il me semble que c'est ça, Dobin Noret, qui fait partie en fait d'un groupe de chasseurs de trésors, les Cœurs de Givre. Mais moi, la subtilité, c'est qu'en fait, on ne le sait pas au début. On le rencontre. C'est un jeune personnage qui a l'air tout à fait serviable, poli, enfin bonne éducation, qui évidemment va mentir sur pourquoi il est arrivé dans la région et quelles sont ses intentions. Moi je le présente généralement comme un jeune aventurier qui cherche à retrouver ses amis, donc c'était prévu qu'il retrouve ses amis dans la région, malheureusement les gens sont pas là, et donc en fait il va rester quelques jours du côté de Phandalin, etc., en attendant de voir si ses amis arrivent, et en fait au moment où les aventuriers vont décider d'aller vers justement la forteresse du dragon. Étonnamment, ce personnage, lui, éventuellement donc la même journée ou la veille, en fait, est très pressé de repartir. Et en fait, c'est le sanctuaire de la chance qui vous amène à rencontrer ce personnage-là. Et soit, en fait, vous pouvez tout à fait faire en sorte que le jeune homme accepte de vous guider vers là-bas, ou alors que les joueurs le trouvent louche, finissent par déterminer qu'il est louche, donc avec peut-être des jets de persuasion, ou d'intuition, pardon, savoir si est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ou pas.
Ou alors, potentiellement, il est déjà parti, mais il y a des gens qui l'ont vu prendre la direction de la forteresse, donc vous avez de sérieux soupçons sur lui aussi, et donc vous finissez par le traquer. C'est une troisième option qui est évoquée dans le livre, donc moi je l'ai un petit peu développé, justement, j'ai commencé à créer un relationnel avec ce personnage-là, et des personnages du groupe, ce qui fait que forcément, une fois que vous connaissez la vérité, une fois que vous arrivez à la forteresse, c'est un petit moment de trahison, parce que c'était un jeune aventurier qui paraissait gentil, et en fait, non. Moi j'avais un des joueurs comme ça qui était un peu dans l'idée de le prendre sous son aile, etc. Puis en fait, c'est un brigand, c'est pas quelqu'un de forcément très bien, etc. Donc vous pouvez tout à fait jouer là-dessus. Moi c'est comme ça en tout cas que je l'ai fait. Ou alors, vous pouvez simplifier la chose, c'est qu'en fait, cette jeune personne-là, personne la connaît, elle est juste de passage, et puis en fait, les gens essayent de savoir d'où il vient, puis en fait, en lui posant des questions, sur des jets plutôt réussis, en fait, comprenez qu'il est un peu en train de mentir sur son trajet, et donc, voilà, vous pouvez l'amener à dire la vérité, ou à tout simplement le suivre en filature. Donc vous suivez en fonction des options, vous pouvez aussi combiner plusieurs options, c'est pas impossible, mais en fonction de ce que vous avez choisi de faire et ce qui a été retenu, vous prenez la direction de la forteresse. Alors petite subtilité aussi, c'est que alors, en fonction du nombre de joueurs, vous pouvez dire évidemment qu'il y a des priorités dans la région et que par exemple les soldats qui vous accompagnaient pendant la bataille, eux ont des ordres, du coup, n'ont pas pour but d'aller à la forteresse. D'ailleurs, certains trouvent que c'est peut-être un peu du suicide d'y aller. Mais potentiellement, vous pouvez intégrer, en fonction de si vous les avez déjà fait intervenir, par exemple sur des batailles, donc je pense à Falcon, si vous l'avez toujours gardé en vie et qu'il est revenu, si vous avez toujours Norbuz et Dazzling qui sont dans le coin, ou d'autres personnages que vous avez introduits, rien n'empêche de les greffer au groupe. Après, attention quand même, si vous commencez à avoir 36 personnages, ça peut être plus compliqué à gérer. Mais admettons, vous partez avec votre groupe d'aventuriers donc vers cette fameuse forteresse, et donc pour le chemin, vous avez des indications dans le bouquin. Encore une fois, vous appliquez un peu ce que vous voulez aussi, donc en fonction des différentes options qu'il y a. Et donc les joueurs finissent par arriver à la forteresse. Alors, la forteresse, je reste assez mitigé sur la façon dont elle est présentée dans le livre, et même moi, comment je l'ai pu tester. J'ai testé différentes choses sur la forteresse, mais je trouve que j'ai pas encore réussi à l'exploiter suffisamment. Puisque donc les joueurs vont arriver par un chemin un peu difficile. Donc là, dans un premier temps, vous pouvez jouer sur... En fait, pour moi, la difficulté de cette carte-là, ça va être la première partie, en fait, qui va consister, en fait, à affronter l'environnement. Donc, puisque c'est quand même... Vous êtes en hauteur, il y a de la neige, il y a du vent, il n'y a pas beaucoup de visibilité, donc c'est plus une bataille contre l'environnement qui va se jouer. Alors vous n'avez pas besoin forcément de jouer avec beaucoup de lancers, mais vous pouvez mettre en place certaines conditions, et donc ça va être aux joueurs d'être bien préparés, notamment la possibilité de glisser, la possibilité de faire tomber des rochers, ce qui pourrait attirer l'attention d'un certain dragon s'il est toujours dans les parages, etc., etc. Et donc vous voyez que la carte elle est séparée en deux parties. On va avoir ce qu'on appelle le poste de garde, et ensuite la plus grosse partie sur la gauche, donc qui est la partie dédiée, on va dire, au dragon, puisque oui, généralement je m'embête pas trop, je fais en sorte que le dragon soit là. Peut-être pas dès le début, mais si on vient à la forteresse, on n'y vient pas pour rien. Donc la première étape, survivre, affronter l'environnement, et ensuite les joueurs finissent par arriver à la tour de garde, et en fonction de s'ils ont été discrets ou pas, potentiellement ils ne sont pas fait encore repérer, sinon dans la plupart des cas ils ont été repérés, et donc ils découvrent très rapidement que dans le poste de garde il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde, et en fait c'est ce fameux groupe de chasseurs de trésors, donc les cœurs de givre qui sont déjà présents.
Alors là, la rencontre avec ces personnages-là peuvent se faire de façon très amicale, mais peuvent également se faire de façon très violente. Donc libre à vous de savoir combien de temps vous voulez passer aussi sur cette carte, comment vous voyez la chose. Peut-être que vous avez prévu déjà beaucoup de choses avec le dragon, et peut-être que vous avez envie de raccourcir ça. Mais en tout cas, quand vous rencontrez le groupe, vous pouvez tout à fait imaginer un dialogue un peu tendu, où évidemment, si vous avez créé un lien ou que vous avez rencontré Dobin Neret, bah c'est là que vous remarquez que en fait, il nous l'a bien fait à l'envers. Il nous a un peu menti sur ses intentions. Alors ça veut pas dire forcément qu'il est mauvais, hein, mais juste qu'il a quand même pas mal menti sur qui il était et ce qu'il faisait ici. Et donc, plusieurs possibilités. La solution la plus, la plus courante, c'est que les gens se posent pas trop de questions et ça part en baston. Alors sachez qu'ils ont quand même des statistiques assez sympas si vous vous référez au livre. Hein. Vous partez sur des statistiques de vétérans tout de même. Donc ils sont 5. Ils ont chacun leur nom, leur caractère, etc. Donc vous pouvez tout à fait imaginer un premier affrontement dans le poste de garde, forcément qui attirera l'attention du dragon aussi. Donc vous saurez que le dragon est bien dans les environs. Mais vous pouvez tout à fait imaginer, je l'ai déjà fait, une possibilité d'alliance. Vous comprenez que ces gars-là sont pas forcément des gens très honnêtes, parce que physiquement, ils ont quand même des physiques un peu particuliers. Et vous pouvez tout à fait rajouter des éléments sur... donc vous avez à chaque fois une petite description des... Ils sont 5 ou 6 je crois, sur les personnages. Vous pouvez tout à fait rajouter des exemples tout bêtes, mais si par exemple vous avez un personnage qui a un passif de brigand ou qui a été roublard, etc. Reconnaître certains personnages, et notamment peut-être un ou deux qui sont en fait des personnes recherchées, qui sont pas forcément des gens très 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 gentils. Mais au vu de la situation, ils peuvent vous proposer, ou vous pouvez leur proposer, de s'entraider, puisqu'en fait leur objectif, eux, c'est pas forcément de s'attaquer aux gens, mais ils veulent juste récupérer le potentiel trésor qu'un dragon a, puisque généralement ce qui se passe, c'est quand un dragon vient corrompre, parce que c'est pour ça que la forteresse est gelée. À la base, elle n'est pas gelée comme ça, mais là, elle est fortement gelée, il y a beaucoup de neige et de glace tout autour. C'est parce qu'en fait, le dragon est le domicile dans la forteresse, et donc ça corrompt l'environnement alentour. Et généralement, les dragons ont réputation d'avoir un trésor, de récolter des trésors. Et donc eux, c'est surtout ça qui les intéresse. Donc, libre à vous d'imaginer quel accord ils peuvent avoir. Généralement, moi, pour pas trop m'embêter, c'est qu'ils vous demandent de passer devant. Sinon c'est pas drôle. Ils vous suivent après. Et évidemment, petite difficulté, alors si le dragon n'est pas encore réveillé, puisque par défaut, quand les joueurs arrivent à la forteresse, le dragon dort sur le toit du bâtiment de gauche. Les environnements extérieurs sont couverts de glace, donc ça donne lieu à des environnements un peu difficiles d'accès, donc potentiellement les joueurs peuvent glisser dessus s'ils échouent leur lancer de dextérité. Et sinon, donc ce que je fais généralement pour maintenir ce petit suspense là, à chaque nouvelle pièce qu'ils visitent, alors quand je dis pièce, je n'inclus pas tout ce qui est couloir, sauf si c'est un couloir ouvert vers l'extérieur, ou les petites salles de type chambre ou salle à manger de garde. Je veux dire vraiment les salles un peu plus imposantes où il y a des choses à récupérer. Je demanderai toujours un jet de discrétion pour la personne qui ouvre la porte. Pour ça aussi, prenez bien en compte la personne qui va passer en premier. Mais je demanderai toujours un jet de discrétion pour la personne qui ouvre la porte, puisque si c'est échoué, ça réveillera le dragon, et potentiellement le dragon essaiera d'attaquer à travers les potentielles fenêtres ou structures qui sera ouverte pour essayer de geler ou attraper les personnages. Très rapidement, donc au début c'est les joueurs qui vont tout seuls, et en fait les brigands eux restent au niveau du petit pont qui relie les deux bâtiments, et qui attendent en fait que les joueurs avancent un peu plus loin. Et en fait globalement les joueurs quand ils commencent à escalader, à moins de trouver un moyen de forcer les brigands à les accompagner. En fait, les brigands vont surtout attendre que les salles soient ouvertes et que les joueurs ne soient rendus à l'étage en fait pour pouvoir rentrer
dans la forteresse, et ils n'ont qu'une espérance, c'est de profiter que les joueurs se retrouvent face au dragon pour essayer de piller un maximum de choses et s'enfuir. Ils ne chercheront même pas à essayer de vous faire de coups bas, etc. Leur but est vraiment de récupérer le butin, donc il y a un butin, un certain butin que vous pouvez tout à fait définir et accentuer et modifier. Il y a des armes, de l'or, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir sur le butin. Il y a notamment une hache, une magnifique hache ornée sur un trône. Je me suis amusé à dire que c'était une hache plus 2, histoire 2, voilà, parce que c'est le dernier donjon, donc faites-vous plaisir. Mais en tout cas, les brigands, dès que les joueurs se retrouveront en difficulté face à un ennemi, ou face, parce qu'il n'y a pas forcément que le dragon dedans, vous pouvez tout à fait rajouter des choses, même si c'est moins pertinent de rajouter beaucoup de créatures, puisque le dragon lui aura fait le ménage entre guillemets, donc éventuellement des striges ou des petites créatures comme ça qui peuvent se faufiler, ça peut être éventuellement des petites créatures que vous pouvez rajouter dedans, mais pour moi c'est plus, ça va plus être un jeu de discrétion et d'exploration sans se faire repérer et en essayant de récupérer des objets utiles et en évitant les attaques du dragon qui au moindre bruit sera réveillé et viendra justifier sa présence dans les environs. Donc le but pour les joueurs, c'est de se rendre à l'étage. Bien entendu, les joueurs peuvent tout à fait le prendre par surprise s'il n'est pas réveillé. À partir du moment où il est réveillé, il ne se rendormira pas. Il pourra revenir sur le toit, mais il ne se rendormira pas. Et donc, une fois les joueurs là-haut sur le toit, peuvent tout à fait s'organiser. Alors moi, j'ai un groupe qui a été qui a été plutôt bon là-dessus. Ils ont utilisé des objets et des sorts empêchant le dragon de voler, par exemple. Ça, c'est vrai que un dragon qui vole, c'est très compliqué derrière pour pouvoir le toucher. Et donc, sur le toit, généralement, la bataille a lieu. Vous pouvez imaginer que, bien sûr, les joueurs peuvent tomber, qu'il y a des zones du toit qui peuvent s'effondrer, mais déjà, le toit, il est glissant. Donc déjà, ça va poser problème potentiellement à des joueurs. J'ai eu des scènes très drôles où il fallait imaginer la personne qui avait l'épée tueuse de dragon a voulu foncer sur le dragon, a complètement lancé son dé, et donc on l'a imaginé en train de glisser sur le ventre sous le dragon, et donc ça, imaginez la scène comme ça a été très très drôle. Le combat était assez épique, mais tellement drôle aussi au passage, parce que ça donnait lieu à des scènes complètement loufoques, où on a eu un nain qui slidait sur la glace tout en tirant avec son arc. Enfin voilà, ça peut donner de l'imagination aux joueurs là-dessus. Et donc le dragon, en fait globalement le dragon, on est dans une campagne d'initiation, le dragon au final n'est pas si fort que ça, plusieurs raisons, c'est un jeune dragon, ce n'est pas un dragon adulte, même, ça reste tout de même un dragon, il peut faire énormément de dégâts, donc notamment avec son souffle de givre, alors qu'il ne peut pas lancer à chaque tour, normalement le fait de lancer, c'est un peu comme l'attaque ultra laser dans Pokémon par exemple, c'est lancer son souffle, mais il va avoir besoin d'un tour pour pouvoir en relancer un. Donc il peut quand même faire des attaques assez violentes, le souffle peut potentiellement, à ce stade, donc généralement les joueurs sont niveau 5 voire 6, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je pousse un peu plus loin les niveaux, peut potentiellement one-shot des joueurs. C'est rare, mais ça peut arriver, donc au moins les faire tomber KO. Et donc aux joueurs de bien se préparer et d'être assez stratégique sur l'affrontement du dragon. Donc il n'est pas forcément si fort que ça, puisque c'est un jeune dragon, et moi j'accentuais le côté, en fait ce dragon là, et comme ça aussi ça donne un petit peu les explications de pourquoi il est arrivé là, c'est que c'est un dragon qui a affronté un autre dragon qui était plus gros que lui, il a été chassé, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là. Et donc on remarque en fait il a encore des belles cicatrices à certains endroits, ce qui fait que en fait il est beaucoup moins résistant qu'un dragon habituel. Donc c'est pour ça que les joueurs ont une chance de l'affronter. Peut-être que les brigands normalement ne le font pas, mais si encore une fois vous êtes convaincant avec les brigands, peut-être que les brigands peuvent vous aider à faire des dégâts ou du moins à servir de bouclier humain. C'est une possibilité aussi, à vous d'imaginer des choses aussi vis-à-vis des brigands, mais initialement moi je le vois comme ça, c'est les brigands profitent du combat, et pendant que il y a le combat, à un moment dans le combat vous dites, pendant que vous êtes en train d'affronter ce dragon, toi qui es juste à côté de la salle au trésor, tu te rends compte que les brigands sont là et sont en train de partir avec le butin. Voilà, ce genre de petite interaction en combat. Et donc, là
la bataille, globalement, n'est pas trop compliquée, c'est surtout l'environnement. Et le combat peut être difficile si jamais vous faites en sorte que le dragon s'envole au bout d'un moment. Alors il va pas fuir, mais il va être plus difficile de taper puisqu'il sera en l'air. Donc seuls les mages ou les personnages avec des armes à distance pourront essayer de lui faire des dégâts. Donc ça donne lieu à un combat qui peut être assez tactique, parfois peut-être un peu long, si jamais vos joueurs ne sont pas bien préparés et n'ont pas de chance aussi au dé, puisque l'armure du dragon, même si c'est un jeune dragon, est quand même assez importante. Et du coup, une fois ce dragon vaincu, c'est là qu'on mène vers cette fin de campagne d'initiation, et c'est là aussi qu'on va ouvrir sur pas mal de choses. Donc on donne un peu les explications aussi, bien sûr, sur comment le dragon est arrivé et comment en fait ça a un peu tout chamboulé dans la région. Donc effectivement, la forteresse avant était une forteresse abandonnée, donc où vivait il y a plusieurs dizaines d'années une famille assez importante. Ils ont fini, il y a eu des guerres, donc ils ont fini par mourir. Les orques des orques ont pris possession de cette forteresse-là. Mais un jour, ce dragon a débarqué, a complètement gelé, les orques ont fui, d'où la fuite aussi des orques au début de la campagne. Certains, comme les joueurs ont pu le voir pendant le chemin, ont été complètement gelés sur place. D'autres ont réussi à s'en sortir et en fait ont fui vers la forêt de Pas d'Hiver, où ils ont rencontré d'autres orques, notamment les orques adorateurs de Talos, donc les anachorètes de Talos, et également au sanctuaire de Savras qui était abandonné. Et donc ça a un peu tout chamboulé, et forcément eux, pour survivre, avaient besoin aussi de piller des ressources, et menés par ces fameuses anachorètes de Talos, ils ont été amenés à chaque fois à se rapprocher de plus en plus des villes et à commettre certains crimes. Alors évidemment, il n'y a peut-être pas que ça reste une ouverture possible, puisqu'effectivement, une fois la bataille au sanctuaire de Savras et la bataille de Phandalin passée, et que les joueurs aussi ont réussi à neutraliser ce dragon, il n'y a plus personne dans la forêt de Pas d'Hiver, c'est devenu très calme. Il y a toujours certains événements un peu bizarres, des créatures qui sont toujours là, mais il n'y a plus ces rituels au sein de la forêt, il n'y a plus d'orques qui ont pris possession. Ils sont visiblement partis, donc ça vous pouvez tout à fait imaginer des choses, parce qu'il y a d'autres campagnes qui existent. Pour ma part, sans trop en dire, j'estime qu'il y a peut-être un être supérieur, ou carrément un être maléfique, ou donc être supérieur, quand je dis être supérieur, pardon, donc soit quelqu'un d'autre qui est derrière, soit carrément un être supérieur ou démoniaque ou autre beaucoup plus puissant qui donne un peu les ordres, ce qui peut mener à une campagne, notamment les guerriers de l'Apocalypse, je crois, qui est une campagne qui va jusqu'au niveau 15 et qui peut être une très bonne suite à cette campagne. Malheureusement, elle n'est pas traduite en français, mais on peut quand même se la procurer. Donc, épilogue, le dragon a été neutralisé, donc les joueurs peuvent décider de garder un trophée du dragon, ça se revend très bien, vous pouvez donner un peu de valeur à tout ça. Ils peuvent repartir avec un certain butin, même si du coup les brigands ont pris une partie du butin et ont fui, donc les joueurs n'arrivent pas forcément à les retrouver. C'est un petit axe que vous pouvez garder éventuellement aussi pour la suite dans une autre campagne, être amené à recroiser ces personnages-là qui viennent de l'Est. Et évidemment, à Phandalin, forcément, il y a aussi des choses. Pendant qu'il y a eu du grabuge dans la région, il y a des gens qui ont essayé certaines manœuvres politiques, tentatives d'assassinat, et aussi, on a entendu parler de certaines sectes ou groupements de personnes, les Fers Rouges, mais d'autres aussi. Ce sont des éléments d'intrigue qui peuvent ouvrir à autre chose si jamais, pareil aussi, vous ne voulez pas suivre forcément une campagne spécifique ou que vous avez besoin d'être guidé pour amener vers une campagne spécifique. Et généralement, ce que j'aime bien faire aussi, c'est donc faire une petite ellipse. Alors ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, et demander à chaque joueur qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là et quel est son but pour la suite.
Moi par exemple sur le dernier groupe, j'ai un des joueurs qui m'a dit que son personnage retournait dans sa région, et en fait pour lui, s'il doit continuer une campagne, il le fera avec un autre personnage. Mais peut-être que certains personnages peuvent décider de rester à Fornaline, d'autres personnages peuvent décider de rester ensemble, d'autres peuvent décider de se séparer, et donc vous pouvez laisser un peu les joueurs créer un peu la suite de leur aventure et comment ils voient la suite pour leur personnage. Puisque globalement, à ce stade-là de l'aventure, il y a énormément de campagnes différentes. D'ailleurs, ça vous trouverez ça à la page 51. Si je dis pas de bêtises, à la page 51, tout à fait. Donc il existe plusieurs campagnes qui sont suggérées. Alors moi je me suis trompé, c'est pas les guerriers de l'Apocalypse, c'est les princes de l'Apocalypse. Donc une campagne qui mène à l'est de Phandaline, où il y a 4 sectes maléfiques qui se sont implantées, et donc l'idée c'est de traquer ces sectes-là et neutraliser les chefs de ces différentes sectes. Et donc en fait il y a tout à fait une secte qui pourrait être plus ou moins avec Talos, ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a eu ces adorateurs de Talos qui étaient présents dans la région. Donc ça c'est une campagne qui va du niveau 1 à 15, donc il est tout à fait possible de la prendre en début d'aventure. Mais malheureusement elle n'est pas traduite. Moi c'était vraiment la campagne qui m'intéressait derrière, et malheureusement elle n'est pas traduite. Mais on a alors une campagne très facile à trouver en version française qui fait l'unanimité, la malédiction de Strahd, donc de niveau 1 à 10. Donc une brume inquiétante engloutit les aventuriers et les transporte jusqu'à Barovie, un pays d'horreur gothique dirigé par le vampire Strahd von Radowitz. Pour s'échapper de Barovie, les aventuriers doivent affronter et vaincre le vampire dans son effroyable château. Donc une campagne qui est traduite en français, et qui peut être très facilement trouvable. On a la tombe de l'annihilation qui va de niveau 1 à 11, qui est traduite aussi en français. Et on en a d'autres qui sont... Ah si, il y a aussi Waterdeep, le donjon du mage dément. Donc eau profonde, #Gale, pour ceux qui ont joué à Baldur's Gate 3. Où, sous la cité d'eau profonde, se cache le donjon de Mont Profond, sur lequel règne le magicien dément Alastair Sombrecap. Et donc après des campagnes, pareil, qui peuvent aller... Donc il y a une autre campagne qui n'est pas traduite, qui va du niveau 1 à 7, et le réveil de Tiamat, donc qui n'est pas traduite, qui va du niveau 8 à 15. Donc mine de rien, il y a quand même pas mal de campagnes qui sont suggérées, mais vous pouvez tout à fait créer si vous sentez... si vous en sentez capable et que vous avez énormément d'idées, vous pouvez tout à fait créer votre suite de campagnes avec les mêmes personnages, ou avec d'autres bien sûr, mais cette campagne d'initiation là peut permettre d'ouvrir à pas mal de choses, et puis généralement voilà, si vos joueurs ont apprécié, auront envie peut-être d'aller pousser plus loin. Donc une campagne d'initiation en tout cas que je continue de faire. Alors là j'ai mis un petit peu en pause parce que je suis en train de potasser un autre jeu qui est The Witcher, mais c'est une campagne que je continuerai sûrement à faire et dans laquelle je continuerai forcément à faire des modifications, histoire aussi d'avoir un peu des choses nouvelles, et je continuerai à implémenter aussi les personnages que j'ai déjà croisés, donc les personnages créés par mes joueurs, et si possible un jour, j'ai un groupe qui potentiellement est prêt à ça, mais faut voir, parce que aussi j'ai des joueurs maintenant qui veulent devenir MJ, donc ça c'est top. Mais à voir effectivement sur quelle autre campagne je pars, mais en tout cas c'est une campagne qui est pour moi assez complète, et qui donne pas mal de liberté aussi, que ce soit pour le MJ ou pour ses joueurs, pour se lancer dans une véritable campagne Donjons et Dragons. De l'expérience que j'ai eue, en moyenne, sachant qu'on fait des sessions d'environ 3 heures, ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu de rôle, mais 3 heures ça passe très très vite, surtout quand vous êtes bien dedans. Je pense qu'on a dû faire une bonne vingtaine de sessions en moyenne. Je crois que la dernière, on a fait quasiment une trentaine, parce qu'on a pris parfois du temps et que les joueurs étaient force de proposition aussi, dans leur roleplay, etc. Donc on s'est permis quelques libertés et faire durer un peu le plaisir sur les échanges sociaux notamment, et sur certaines intrigues liées aux personnages. Et est-ce que j'ai tout abordé ? Non, il me reste
une carte. Il y a toujours une carte que je garde en quête secondaire en fait, ou que je garde aussi pour du one shot. Il y a une carte sur l'ensemble des vidéos là que j'ai faites que je n'ai pas du tout abordé, qui est en fait une quête optionnelle du jeu, mais qui pour moi peut tout à fait... Enfin, en vrai, il y a moyen de se faire plaisir avec, et contrairement à ce qui est indiqué dans le bouquin, je pense qu'on peut rajouter beaucoup d'éléments et beaucoup plus d'intrigues liées à ce lieu-là. Donc vraiment, moi je la compte pas dans la campagne. De toute façon, j'ai très peu de joueurs qui ont essayé de la faire, parce que généralement je la booste un petit peu aussi en termes de difficulté. J'ai un joueur qui avait commencé à explorer une bonne partie, mais qui ont décidé de rebrousser chemin pour éviter de graves problèmes. Mais une carte que je pourrais éventuellement vous présenter avec mes modifications dessus et les ajouts de lore dessus. Mais bon, ça je le ferai en épisode bonus en fonction des retours que j'ai en commentaire et pareil avec vos réactions à cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette série de vidéos jusqu'au bout. Désolé encore si ce dernier épisode, entre guillemets, est arrivé un peu tard. Vraiment, j'ai eu pas mal de choses à gérer. J'ai toujours ma maison aussi, il y a des nouveaux projets qui arrivent, des nouveaux travaux aussi à faire cet été au retour des beaux jours. Donc, j'espère en tout cas, merci pour les gens qui ont regardé ces vidéos. J'espère que ça vous aura été un peu utile, que ça vous aura donné quelques idées. Bien sûr, ça reste mon expérience. Le format de vidéo peut être encore améliorable. Il y a sûrement des éléments que j'ai oubliés et que j'ai modifié, et que ceux qui sont adeptes du lore de Donjons et Dragons vont trouver scandaleux. Encore une fois, ça reste mon expérience, c'est comment moi j'ai interprété cette campagne-là, sachant que pour moi c'est une campagne que j'utilise pour de l'initiation. Pour moi le kit essentiel c'est de l'initiation pour les joueurs, mais aussi pour MJ. Et donc, j'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez apprécié ce format de vidéo. Peut-être que je vous en ferai d'autres sur d'autres licences. J'ai d'autres projets JDR en cours. J'ai aussi notamment je dois tester Ils ont adapté l'équivalent de Mario Kart dans Donjons et Dragons, donc j'ai récupéré le PDF pour potasser un peu ça, donc peut-être que je vous ferai une vidéo retour dessus aussi si ça vous intéresse. Et voilà, peut-être il y en aura d'autres. Peut-être avec un format différent, peut-être qu'un jour aussi j'arriverai enfin à enregistrer proprement des sessions. Et puis encore merci, voilà, je vois que par rapport aux vidéos que je peux faire habituellement, elles plaisent plutôt bien. Et j'espère que même si ça a servi à une dizaine de personnes, que ça aura permis de vous aider aussi dans cette quête de devenir MJ et de proposer des choses nouvelles, originales ou divertissantes pour les joueurs que vous aurez accompagnés dans l'initiation à Donjons et Dragons. C'était le Gal29 pour RPG Universe. A très bientôt pour d'autres vidéos et merci encore de votre soutien. Salut!